effectivement qu'avant 1945, en fait, le monde entier était antisémite, et d'ailleurs il l'est encore aujourd'hui, comme l'a dit le CRIF dans sa dernière réunion, à part que les gens ont simplement peur de l'exprimer, c'est tout. Donc rien finalement n'a changé, si ce n'est un rapport de force qui forcément est contingent et momentané. Mais sur le fond, rien n'a changé. On peut effectivement le déplorer. Petite remarque, oui, le mot antisémitisme est un mot impropre, hein, évidemment, je l'ai dit 20 fois, c'est antisémite, c'est pour faire croire que c'est de la haine raciale. En fait, c'est anti-judaïque ou judéo-critique. Ce mot antisémite est déjà un piège dans lequel on est englué. Je ne peux pas être antisémite puisque je suis pro-sémite, pro-palestinien, pro-arabe et pro-musulman. Les juifs qui nous dominent sont des ashkénazes, ils n'ont aucun goutte de sang sémite et n'ont jamais parlé non plus l'hébreu. Il y a un crétin qui disait oui, mais le sémitisme, c'est un truc de langue et il parle l'hébreu. Non, l'hébreu est redevenu une langue vivante par une volonté politique. Dans l'État d'Israël, c'était une langue qui avait totalement disparu, à part comme langue liturgique, comme le latin pour nous pour la messe. Et les juifs ashkénazes qui ont colonisé violemment la Palestine parlaient yiddish, qui est un patois allemand. Donc voilà, arrêtez de dire des conneries. Donc même sur le plan de la langue, les ashkénazes ne sont pas des sémites. Hein. Ce sont des Européens de culture germanique. Hein, voilà. Bon, c'est bien, ça permet de préciser. Voilà. Donc premier antisémite du mois, alors c'est pas de la tarte, Benjamin Franklin. Hein, né le 17 janvier 1706 à Boston, mort le 17 avril 1790 à Philadelphie. Benjamin Franklin est l'une des plus illustres figures de l'histoire américaine. Co-rédacteur avec Thomas Jefferson et signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, il est l'un des pères fondateurs des États-Unis. C'est-à-dire qu'au-dessus de Benjamin Franklin, il n'y a personne. C'est le soleil de l'Amérique. Voilà. Alors je vais vous lire maintenant un morceau du discours devant le Congrès en 1787, en préliminaire à la rédaction de la Constitution. Hein. Accrochez-vous. Dans tous les pays où les Juifs se sont établis en nombre, ils ont abaissé son niveau moral, avili son intégrité, tourné en ridicule ses institutions. Je vous préviens, messieurs, si vous accordez la citoyenneté aux Juifs, vos enfants vous maudiront dans vos tombeaux. Dans tous les pays où les Juifs se sont installés en nombre, ils ont abaissé le niveau moral, discrédité l'intégrité commerciale et ont fait bande à part sans jamais s'assimiler aux autres citoyens. Ils ont tourné la religion chrétienne en ridicule, ont tenté de la miner. Ils ont bâti un État dans l'État et quand on leur a opposé résistance, ils ont essayé d'étrangler financièrement le pays. Si vous ne les excluez pas des États-Unis dans cette constitution, en moins de 200 ans, ils y fourmilleront en quantité si considérable qu'ils domineront et dévoreront notre patrie et changeront la forme du gouvernement. Si vous n'interdisez pas aux Juifs l'accès de ce pays, en moins de 200 ans, vos descendants travailleront la terre pour pourvoir aux besoins d'intrus qui resteront à se frotter les mains derrière leur comptoir. Je vous le redis, messieurs, si vous n'excluez pas pour toujours les Juifs de notre communauté, nos enfants nous maudiront. Petite citation de Benjamin Franklin, discours devant le Congrès en 1787, en préliminaire à la rédaction de la Constitution. Voilà. 1787, 1887, 1987, on est en 2012, voilà, il disait ce qui allait se passer 2 siècles après. Je vous laisse faire vos commentaires dans votre fort intérieur, voilà. Alors, deuxième antisémite carabiné qui normalement devrait être insoupçonnable si on croyait à l'histoire officielle, dont les antisémites étant des monstres, des crétins et des nazis. Là, on a Sir Winston Churchill, vous voyez, qui n'est non plus pas vraiment un pote à Hitler, hein, qui est lui né le 30 novembre 1874 et est mort le 24 janvier 1965 à Londres. Homme politique britannique, surtout connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, Premier ministre de 1940 à 1945, puis de 51 à 55. Il a également exercé les activités d'officier dans l'armée britannique, de journaliste, d'historien, d'écrivain lauréat du prix Nobel de littérature, ce que je ne savais pas, comme qu'on le donne vraiment à n'importe qui, et c'est pas depuis hier, et il a été même artiste peintre. Il était d'ailleurs totalement ruiné, et il a été remis en selle politiquement par le milliardaire juif américain Baruch, pour s'opposer à Chamberlain, dont on parlera après. Donc vous verrez que derrière chaque, carrière d'un homme politique qui a beaucoup travaillé pour les intérêts sionistes, il y a souvent un homme politique ruiné et en fin de parcours, remis en selle par de l'argent de milliardaires juifs américains. C'est à peu près le cas de pratiquement tous les présidents des États-Unis depuis Woodrow Wilson, et de beaucoup d'hommes politiques occidentaux, et c'est encore valable aujourd'hui. Voilà. Donc on peut considérer qu'il n'était pas totalement indépendant. Voilà. Mais malgré tout, Winston Churchill était un antisémite carabiné,
Et là, je vais vous faire une petite citation de lui qui est une citation très politique. Le 8 février 1920, paru dans Illustrated Sunday Herald. Ça s'appelle « Bons et mauvais juifs ». L'incessant conflit entre le bien et le mal, toujours présent dans le cœur de l'homme, n'atteint nulle part une aussi grande intensité dans la race juive. La dualité de la nature humaine ne s'exprime nulle part de façon si fortement et si terriblement exemplaire. Nous devons aux Juifs, dans la révolution chrétienne, un système éthique qui, même entièrement séparé du spirituel, serait incomparablement le don le plus précieux fait à l'humanité, don riche, il faut le dire, de toute sagesse et connaissance fusionnées ensemble. C'est sur ce système, et c'est sur cette foi qu'a jailli des ruines de l'Empire romain la totalité de notre présente civilisation. C'est une connerie intégrale, hein, mais c'est pas grave. Ça, c'est le préambule qui lui permet après de taper. C'est n'importe quoi. Hein, mais bon. Il se peut bien que cette même étonnante race puisse, dans le même temps présent, créer un processus qui, en élaborant un autre système de morale et de philosophie, aussi malfaisant que le christianisme a été bénéfique, réduirait en cendres irrémédiablement, s'il n'est pas étouffé dans l'œuf, tout ce que le christianisme a rendu possible. Les choses se passeraient quasiment comme si l'évangile du Christ et de l'Antéchrist était prédestiné à jaillir du même peuple, et que cette race mystique et mystérieuse ait été choisie pour les manifestations suprêmes à la fois du divin et du satanique. Donc en fait, il attribue à la fois le divin et le satanique aux Juifs, mais le divin des Juifs, ce qu'il attribue le divin aux Juifs, c'est le christianisme. J'aimerais bien qu'un rabbin nous réponde à Winston Churchill quand on prétend attribuer le christianisme aux Juifs. En fait, donc, si vous lisez bien Churchill entre les lignes, il dit que ce qui est génial chez les Juifs, c'est le christianisme, qui est anti-juif de A à Z, et que pour le reste, ils sont à la fois capables d'accoucher du Christ et de l'Antéchrist. Alors là, je vous le dis, dans ce texte, il parle effectivement du communisme. Il attribue entièrement le communisme bolchevique à la puissance maléfique juive, ce qui n'empêchera pas d'accompagner totalement Staline dans la destruction d'Hitler, qui prétendait faire rempart au bolchevisme. Qui pour vous dire comme quoi un homme politique peut aller totalement contre ses convictions profondes, simplement pour la réussite mondaine et l'argent. Voilà, c'est la réalité. Churchill, finalement, plus j'étudie Churchill, plus je me rends compte que c'est pas du tout un grand homme politique, c'est une soumise de première, un jouisseur, et il suffit de regarder les photos à la fin de sa vie, on va regarder. Voilà, c'est un aventurier, incroyablement intelligent, qui a joué un rôle et qui était très très loin de ses convictions profondes et qui est sans doute même traître à ses convictions profondes. Voilà. Alors maintenant, ça va me permettre d'aborder un autre antisémite notoire qui est son ennemi politique et son rival politique, ce pour lequel Churchill a été remis en selle, qui est Arthur Neville Chamberlain, qui est beaucoup plus respectable que Churchill à mon avis, beaucoup moins louche, et effectivement, Churchill a été remis en selle pour virer Chamberlain. Voilà. Donc Arthur Neville Chamberlain, né le 18 mars 1869, mort le 9 novembre 1940, homme politique britannique, membre du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni de mai 37 à mai 40. C'est-à-dire que Churchill a succédé à Chamberlain. Hein. Il est surtout connu pour sa politique étrangère d'apaisement, qui s'est notamment traduite par la signature des accords de Munich en 1938. Émouvante minute que celle vécue par la foule, écoutant les hymnes nationaux des deux pays. Et vers le Premier ministre français monte alors une chaleureuse ovation. Un peu plus tard, c'est l'arrivée de M. Chamberlain. Et l'on acclame celui qui, avec une inlassable volonté, vient d'être l'un des plus grands artisans de la paix. Celui qui a su parler au chancelier allemand sur le ton d'un homme libre, dépourvu de haine, mais de crainte aussi. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'un mec qui a signé les accords de Munich est une ordure, etc. Non, c'était un type qui voulait à tout prix éviter la guerre avec Hitler. Hein. Et en cela, je lui donne parfaitement raison. Après la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne nazie, le 3 septembre 1939, Chamberlain dirige le pays durant les 8 premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort le 9 novembre 40. Hein. Espérons qu'il est mort de sa belle mort. En tout cas, voilà. Alors je vais dire juste une déclaration de 1939 de Arthur Neville Chamberlain. Accrochez-vous. C'est l'Amérique et le monde israélite international qui nous ont précipités dans la guerre. Voilà. Voilà. Et ben après, vous comprenez mieux pourquoi Churchill. Hein, voilà. Churchill, Chamberlain. Voilà. Qui est le salaud, qui est l'honnête homme, qui est le diseur de vérité, qui est le menteur. Voilà. Qui était le plus antisémite des deux. Enfin voilà. Donc là, nous avons deux antisémites carabinés qui sont tous deux grandes figures du Royaume-Uni et qui ont tous les deux mené la guerre contre Hitler. Hein, voilà. Pour vous dire que c'est plus compliqué que ça. Voilà. J'y vas-tu pas, j'y vas-tu, il faut-y pas, il faut-y, si j'y vas pas, le maître il verra, et puis chez moi, tout le monde il saura.
Les juifs antisémites, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est souvent les plus intelligents, les plus fins, et les meilleurs des hommes. C'est ceux qui ont déchiré le voile de la solidarité tribale, et qui mettent tout le génie juif au service de l'universel et du bien et du vrai, et non pas au service des intérêts communautaires. Et, comme le rappelle bien De Gaulle, c'est un peuple d'élite, il faut le savoir. Et qui provoque d'ailleurs, comme vous le voyez, une certaine forme de fascination et d'admiration chez moi. Il n'y a aucun doute là-dessus, je ne m'en défends pas. Voilà, les juifs antisémites. Alors là, le premier dont je vais vous parler ce coup-ci, on me l'a signalé, moi je suis pas un spécialiste forcément, mais s'appelle Samuel Roth. Il est né dans un shtetl de Galicie en 1893, donc c'est un vrai Ashkénaze à la Finkielkraut. Non, Finkielkraut rêverait d'être ça, mais il ne l'est pas. Et il est mort à New York en 1974, donc c'est un juif de l'Est qui a fait carrière aux États-Unis. C'est assez courant. Il est poète, homme de lettres, il est l'éditeur aux États-Unis de Ulysse de Joyce, de L'amant d'Edith Chatterley et de Tropique du cancer de Miller. Donc c'est vraiment un type intéressant, un éditeur comment dirais-je, qui a pris des risques, c'est pas n'importe quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 1934, dans un livre de 320 pages, intitulé « Les Juifs doivent vivre », il s'attaque violemment aux Juifs, qu'il n'hésite pas à taxer de race de vautours, qui persécute les autres nations. Et ce qui est très intéressant, c'est que Samuel Roth, avant de publier ce livre en 1934, avait publié 2 livres pour dénoncer l'antisémitisme. Un qui s'appelait Europe en 1919, et l'autre qui s'appelait No and Forever, aujourd'hui et pour toujours, en 1925. Mais à force d'étudier les raisons pour lesquelles les Juifs avaient toujours et partout été détestés, Roth changea d'opinion et donna entièrement raison aux antisémites. Et c'est un peu comment dirais-je, la démarche intellectuelle de Bernard Lazare chez nous. Voilà. Et dès que son livre « Les Juifs doivent vivre » eut paru, les Juifs l'attaquèrent férocement et tentèrent de le faire passer pour fou. Le Juif qui mène un discours de vérité se retrouve à un moment donné face à la logique tribale, c'est-à-dire qu'il est mis à mort, comme c'est bien marqué d'ailleurs dans le Talmud, qu'un Juif qui témoigne dans un procès pour un non-Juif contre un Juif doit être mis à mort par la communauté. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la solidarité tribale, pas la vérité, parce que la vérité universelle, c'est la possibilité de donner raison à l'autre, donner raison à celui qui n'est pas de la tribu. Ça, c'est contraire aux valeurs du Talmud. C'est pour ça qu'un intellectuel juif est déjà un oxymore. Ça n'existe pas, un intellectuel juif. Un philosophe juif non plus. Il faut qu'il choisisse. Il est intellectuel ou juif, ou philosophe et juif. C'est une question que je pose à Finkielkraut. Pour ça, peut-être qu'il a ce côté dingo et qu'il a les fils qui se touchent. Monsieur Finkielkraut qui a signé la pétition d'Oriana Fallachi. Il n'y a pas d'habilitation. J'ai rien signé d'Oriana Fallachi. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez pas condamné. Je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez rien. Vous lire, je l'ai condamné dans l'actualité juive. Je l'ai condamné dans le monde. J'ai dit qu'elle était raciste. C'est pas vrai. Vous mentez. Monsieur, j'ai là une déclaration de vous. J'ai une déclaration de vous. Madame Oriana Fallachi, il faut le savoir. Elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné. Voilà, c'est un sujet très intéressant. Voilà. Donc là, je vais vous lire l'extrait de ce livre de Monsieur Samuel Roth, Les Juifs doivent vivre, 1934. Alors, allez-y, accrochez-vous. Disraeli, qui a été Premier ministre de la reine Victoria, Disraeli a lancé le mot que les peuples ont les Juifs qu'ils méritent. On peut dire aussi que les Juifs ont les ennemis qu'ils méritent. L'histoire des Juifs a été tragique pour les Juifs eux-mêmes, mais elle ne l'a pas été moins pour les peuples qui en ont souffert. Notre vice principal aujourd'hui, comme dans le passé, est le parasitisme. Nous sommes un peuple de vautours vivant du travail et de la bonne nature du reste du monde. Mais malgré nos défauts, nous n'aurions pas fait tant de mal au monde sans le génie du mal qui anime nos chefs. Notre parasitisme pourrait avoir une bonne utilité, considéré comme celui de certains germes parasites essentiels au flot régulier du sang dans les artères. La honte d'Israël ne provient pas de ce que nous sommes des banquiers et les habilleurs du monde, mais de l'hypocrisie et de la cruauté formidable qui nous sont imposées par nos chefs et par nous au reste du monde. La première de toutes les lois juives que les Juifs doivent vivre. Il est indifférent de savoir comment, dans quel but, par quels moyens. Ils doivent vivre. Et quand ils ne peuvent conquérir par la force des armées, ils retournent à leurs anciennes méthodes de conquête par la tricherie, le mensonge et le proxénétisme. Il faut donc réaffirmer que l'antisémitisme est simplement un instinct élémentaire de l'humanité. Il s'agit d'un instinct important par lequel une race cherche à se défendre contre la destruction totale. Samuel Roth. Je vous signale que ça rejoint totalement la thèse de Douglas Reed dans la controverse de Sion, où il oppose effectivement le petit peuple juif qui finalement... serait même apporterait quelque chose par son dynamisme, etc. Mais malheureusement, la fatalité de leurs élites, qui en dernier sens fait le malheur du monde et leur malheur à eux. Et on verra que cette vision, qui est la vision de tous les juifs intelligents et de tous les antisémites intelligents, fait sens,
est quasi partagé par tous ceux qui pensent et est universel et assez, comment dirais-je, confirmé par les faits. Et les faits d'hier et je pense les faits de demain. Hein, voilà. Je prends le risque de le dire. Voilà.